Un regard sur la nature. Bonjour, c'est Camille, bienvenue sur RVM 93.7, la radio qui aime la nature. Dans votre émission Un regard sur la nature, où on aborde bien évidemment divers sujets sur la biodiversité en général, que ce soit les oiseaux, la végétation, le temps de 30 minutes, et ce, 2 fois par mois. Mais je ne suis pas tout seul à l'animer, puisqu'il y a mon fidèle bras droit, Daniel, qui est photographe, amateur, mais photographe et passionné de nature. Bonjour Daniel. Bonjour Camille, bonjour à tous. On va peut-être, avant de présenter notre invité, souhaiter la bonne année à tous nos auditeurs auditrices, ça pourrait être sympa. Ah oui, c'est vrai qu'avec l'enregistrement de notre émission, c'était avant. Voilà. Donc là, effectivement, nous vous souhaitons une bonne année 2020. Qu'en termes d'environnement, de nature, vous puissiez avoir beaucoup de plaisir à écouter notre émission, à vous balader dans la nature, dans la forêt, et grâce à nos émissions, avoir un regard différent sur ce que vous allez pouvoir voir, écouter. Voilà. Alors le mois dernier, nous avions reçu Thierry de Couter à propos des oiseaux, donc par rapport à comment les aider à survivre, notamment pendant l'hiver, que ce soit par le biais de la nourriture, l'eau ou même les nichoirs. Des émissions notamment réécoutables en podcast sur le site internet de Radio Valais-Mulsien dans la rubrique émissions environnement. Et aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité. Nous allons parler de toute autre chose, même si ça concerne un peu les animaux volants. Les chauves-souris, donc, avec Éric Morel. Bonjour et merci d'être là déjà. Merci, bonjour. Et bonne année. Bonne année à vous aussi. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, mais surtout, comment vous êtes venu cette passion pour les chiroptères ? Donc ma passion pour les chiroptères, au début, j'y connaissais rien forcément. J'ai occupé un poste dans une association d'éducation à l'environnement où j'étais animateur. J'intervenais essentiellement dans le milieu scolaire et sur des thèmes variés, dont la chauve-souris, mais sans en être particulièrement expert ou passionné. Et donc cette association qui s'appelle le CPIE, des Pays de l'Oise, avait des missions d'inventaire de chauves-souris en sous-traitance pour des bureaux d'études. Et donc, je me suis formé pendant presque 8 ans, parce que j'ai été 8 ans dans cette association, en tant que salarié, formé à l'étude des chauves-souris, par notamment en m'intéressant à l'écologie acoustique de ces espèces, donc en enregistrant les ultrasons. Parce que pour faire des inventaires de chauves-souris, comme ça se passe la nuit, on les voit pas. Donc il y a c'est un peu étrange, c'est qu'on fait des inventaires auditifs avec du matériel spécialisé. Et on se prend assez vite au jeu parce qu'on se demande ce qu'on va avoir devant nous. C'est un petit peu une découverte. Quelle surprise on va avoir le soir. Et en plus, comme c'est sur des lieux qu'on ne connaît pas, on se demande quelles sont les espèces qui fréquentent ce lieu. Voilà, c'est venu comme ça. Et aujourd'hui, je pense que tu as quitté le CPIE, qui est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement de l'Oise, où tu étais. Et aujourd'hui, tu travailles pour une société ? Voilà, j'occupe un poste chargé d'études, essentiellement sur les chauves-souris. Donc je suis chiroptérologue dans un bureau d'études dans l'Oise. Et c'est d'ailleurs un des bureaux d'études pour lesquels on faisait de la sous-traitance au Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Et donc voilà, ça fait bientôt 3 ans que je suis Monsieur Chauve-souris. Je suis pas Batman, mais Monsieur Chauve-souris, déjà. Voilà, donc, en fait, ta passion pour cet animal
C'est un animal qui n'est pas bien connu, il est méconnu, il peut apporter aussi des peurs chez certaines personnes, il y a toute une histoire. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire qu'est-ce qu'une chauve-souris ? Oui. Alors j'aime bien comment tu dis c'est un animal qui est peu connu. Et souvent quand on parle de la chauve-souris, c'est comme si on parlait de l'oiseau. Oui. En parlant des oiseaux, on dit jamais l'oiseau, on dit la mésange, le pigeon. La chauve-souris, c'est un peu la même chose. C'est un terme qu'on utilise pour plusieurs espèces. Donc la chauve-souris, les chauves-souris, faudrait dire les chauves-souris, ce sont les seuls mammifères volants. Et on connaît très peu, aujourd'hui on connaît de mieux en mieux ces espèces. Il y a quelques dizaines, il y a une centaine d'années, en France en tout cas, on pensait qu'il y avait 2 chauves-souris, la grande et la petite. Et aujourd'hui, on sait que sur Terre, on a un peu plus de 1200 espèces de chauves-souris. Sachant que les mammifères, c'est un peu plus de 5000 espèces, ça veut dire que il y a plus d'un cinquième des mammifères sur Terre qui sont des chauves-souris. Donc c'est quand même... c'est impressionnant. Et puis, c'est pas anecdotique. Et d'après ce que je me suis un petit peu documenté, hein, il y a beaucoup d'écrits. J'ai lu que, hormis les calottes polaires, les montagnes de haute altitude, les îles particulièrement isolées ou le centre des plus grands déserts, ces mammifères volants ont conquis tous les milieux de la planète. Elles sont partout. Et sans aller jusque dans les déserts, Daniel, souvent il y a des gens qui me disent « mais chez moi, il n'y en a pas ». Alors, on me le dit de moins en moins parce que j'ai l'impression que il y a quand même des gens qui regardent ce qui se passe autour de chez eux, mais ça m'est arrivé qu'on me dise « ah non, chez moi, il n'y en a pas, de toute façon, je suis en ville ». Et bien là, c'est une grosse erreur parce que ça se faufile partout et il y en a derrière les volets. Alors ça, c'est quelque chose que les gens connaissent souvent, mais il y en a sous des toitures, même artificielles. Il y en a partout. Et dans des constructions modernes aussi, dans des ponts, il y a des infrastructures modernes où il y a des quantités assez importantes de chauves-souris. Il y a même des maîtres d'œuvre qui prévoient l'installation de gîtes à chauves-souris dans des constructions modernes. Alors tu me parlais d'oiseaux, mais je crois que la chauve-souris, en remontant un petit peu dans l'histoire, était classée parmi les oiseaux. On la considérait plus comme un oiseau que comme... Parce qu'elle volait, probablement. Oui, parce qu'elle volait, mais ce qui fait qu'un animal est un oiseau, c'est souvent une question que je posais aux élèves. Et alors, ils partent dans plein de choses, ils me disent ça vole, ça a des pattes, ça a un bec. En fait, non, tout ça, on peut le trouver, tous les critères auxquels vous allez penser, sauf un, on peut les retrouver chez d'autres espèces animales. Le seul critère qui fait qu'un animal est un oiseau, c'est la présence de plumes. Et donc, chez la chauve-souris, il n'y a pas de plumes. Elles sont pas chauves, comme nous on l'entend. En tout cas, pas sur la tête. Elles ont des membranes qui leur permettent de voler entre les doigts et entre les pattes, des membranes glabres, donc sans poils. Par contre, oui, j'ai vu des photos, effectivement, elles ont des poils. Moi, je pensais que tout le corps était, comme tu dis, glabre, mais non, elles ont vraiment du poil sur le corps. Une pilosité. Ah oui, qui remplit des fonctions naturelles, sûrement pour être isolé contre le froid, contre le chaud. Il doit y avoir très peu des mammifères qui n'ont pas de poils, il ne doit pas y en avoir beaucoup quand même. Ça permet de réguler la température. C'est une espèce très sociable, donc bien souvent, les chauves-souris vivent en colonie. Elles sont composées de plusieurs centaines d'individus. Comment ça se structure ? Il y a des mâles, il y a des femelles. Est-ce qu'il y a une hiérarchie ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, en France métropolitaine, on a 34 ou 35 espèces. Alors, je le dis comme ça parce qu'il y a encore des découvertes à faire sur les chauves-souris. Et là, récemment, il y a une espèce il y a une espèce en plus. Et elle a été déterminée grâce à ces ultrasons. Et la seule chose qui la distingue de celle qui lui ressemble le plus, c'est ces émissions ultrasonores.
Et donc, parmi toutes ces espèces, cette trentaine d'espèces, elles sont toutes grégaires et, comme tu dis, sociables, et elles vivent en colonie. Mais cette colonie, elle est pas composée de la même manière au fur et à mesure, tout au long de l'année. Si on commence par la période de la mise bas, par exemple, c'est peut-être un peu dans le désordre, la mise bas. Si on commence par la période de l'accouplement, on va avoir des endroits où elles vont se réunir, les chauves-souris, donc des gîtes, où il va y avoir une grosse activité, où les mâles et les femelles vont pouvoir se rencontrer. Ensuite viendra la période hivernale, où les individus vont se répartir dans différents gîtes, soit souterrains, soit des gîtes arboricoles ou dans des bâtiments, de manière un peu isolée. Il y a quelques espèces qui vont hiberner côte à côte, mais globalement ils sont répartis, ils sont séparés. Et après, pour la période de mise bas, là on va avoir des nurseries, des véritables regroupements des genres de maternité, des regroupements de femelles avec leurs jeunes, et plus de mâles, ou très peu. Il y en a un ou deux qui traînent, mais on va plus en avoir. Et on peut avoir des regroupements de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de femelles avec leurs jeunes, pendant que les mâles, eux, sont éparpillés, ils sont solitaires. Oui, ils ont la belle vie, quoi. C'est ça. Ils laissent les femelles entre elles. Et puis... Je te laisse tes propos pour toi, Daniel. Bon, moi, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des chauves-souris qui pouvaient se mettre, par exemple, en printemps-été, quand elles sortent, elles peuvent pendant le jour se réfugier derrière un volet, dans une petite cavité, et pour ne sortir que la nuit. Et ouais. Pourquoi sortent-elles la nuit ? Alors, elles sortent la nuit pour ne pas être en concurrence avec les oiseaux. Ouais, ça pourrait être... C'est une des raisons. À propos des insectes, probablement, non ? Voilà, elles vont pas être elles vont pas se nourrir des mêmes insectes que les oiseaux. La nuit aussi, ça va leur permettre de se protéger des prédateurs. Et en plus, elles vont être adaptées à une activité nocturne. Elles voient très bien, mais elles ne vont pas utiliser ce sens-là pour se déplacer. Elles sont lucifuges, comme on dit, c'est ça ? Elles craignent un petit peu la lumière. Enfin, elles sont plus à l'aise dans un environnement nocturne, quand même. Oui. Alors, elles ne sont pas toutes lucifuges de la même manière. Je ne sais pas si c'est bien correct ce que je dis, mais il y a certaines espèces qui vont moins craindre la lumière que d'autres. Dans tous les cas, elles sont curieuses, même des espèces qui sont très craintives. Quand on se balade avec une lampe frontale, avec un détecteur dans la main, eh ben, on va les voir dans la lumière. Elles viennent voir ce qui se passe et on sait qu'on ne les reverra plus parce qu'elles craignent la lumière. Donc elles sont curieuses, elles viennent voir le point lumineux et après on ne les reverra plus. Il y en a d'autres, ça va être l'inverse, elles vont venir chasser, c'est déjà arrivé, dans le faisceau de ma lampe frontale parce que j'attirais des insectes et donc elles venaient chasser en faisant un demi-tour à 50 cm de mon visage. Et ça, c'était assez impressionnant. Et petite question, quel genre d'animaux chassent justement ces chauves-souris ? C'est plus tout ce qui est chouette, je sais pas. Ah oui, pour le prédateur, elles ont quand même des prédateurs. Je disais qu'elles se déplacent la nuit pour éviter les prédateurs. Au crépuscule, j'ai déjà vu des faucons obros qui sortaient de nulle part, qui fondaient sur des chauves-souris. Parce que la chauve-souris, elle va traîner autour d'un arbre, elle va traîner sur une lisière. Donc, au crépuscule, si elle se fait repérer par ce faucon-là, en l'occurrence, ça peut être... c'est un de ses prédateurs. D'autres rapaces nocturnes, les chouettes et hiboux on retrouve... Ça m'est pas arrivé souvent, je crois une seule fois, en disséquant des pelotes de réjection, pour étudier les micro-mammifères, les pelotes de réjection de chouettes effraies notamment, on peut retrouver des crânes de chauves-souris. Donc, est-ce qu'elles les attrapent dans les gîtes qu'elles peuvent partager, si elles occupent les mêmes combles ? Est-ce que c'est vraiment de la chasse active, sachant que c'est des chouettes qui se perchent et qui... la chouette effraie, elle ne va pas faire comme un faucon pour chasser, ou un épervier à pourchasser sa proie. Elle fond dessus, elle l'observe et elle arrive sur la souris par surprise. Sur une chauve-souris,
Je sais pas, c'est peut-être parce qu'elles ont partagé les mêmes combles. Après, comme prédateur, il faut quand même qu'on parle du chat. Du chat. Ouais. Le chat, c'est une petite catastrophe pour la biodiversité. Autour des villages, autour même de son jardin, il peut y avoir rapidement un petit vide qui se fait. Le chat, il va ramener des lézards, il va ramener des oiseaux, il peut ramener des chauves-souris. J'ai vu un chat qui guettait à la sortie d'une cave. Il y avait juste un espace de 10 cm entre la porte et au-dessus de la porte d'une cave, où il y avait des petits rhinolophes qui sortaient à la même heure, tous les jours, tous les soirs. Oui, c'est régulier. Ouais. Et le chat, il se mettait juste au bon endroit. Et donc, avec ses griffes, s'il met un coup de patte et qu'il fait juste un trou dans la membrane qu'on appelle le patagium, donc la peau qui est entre les doigts, juste un trou, c'est pas bien grave, ça peut cicatriser. Mais s'il déchire cette membrane, imaginez un avion ou un oiseau sur lequel on enlèverait une grande partie des plumes. Là, la chauve-souris, il lui manque un... ça perfore, ouais, du coup, il peut plus voler. Oui. Ouais. Donc quelques rapaces et le chat. Il y en a sans doute d'autres, je les ai pas en tête. C'est peut-être parce qu'on dit à nos chers chats, à nos chers animaux, c'est chasse les souris, et vu qu'on dit c'est une chauve-souris, peut-être que inconsciemment... Il fait pas la différence. Parce qu'il faut pas mettre... les chauves-souris dans la catégorie rongeurs, hein, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des mammifères, ce ne sont pas des oiseaux ni des rongeurs, c'est des mammifères. Voilà. Alors, c'est des mammifères, et il y a des mammifères qui sont des rongeurs. Là, en l'occurrence, le régime alimentaire des chauves-souris qu'on a en France métropolitaine, je précise toujours parce qu'il y a des grandes distinctions avec les autres chauves-souris. Elles sont toutes, les 34 espèces, toutes insectivores en France. Oui, on n'a pas de chauves-souris qui se nourrissent de fruits ou de choses comme ça. Non. C'est plus dans les pays exotiques éventuellement. Mais... Oui, si on reste pour ce qui concerne la France, dans les dom-toms, on a des chauves-souris frugivores. Après, il y a des grandes variétés. Il y en a qui se nourrissent de nectar. Il y a des espèces qui vont se nourrir de sang. C'est pas une légende. Oui. C'est déjà arrivé que ce soit sur l'humain, c'est exceptionnel. Faut pas en avoir. Enfin, c'est une anecdote là pour le coup. C'est plus à propos de tout ce qui est poulet, non, les cheval et tout. Les sur chevaux, sur du bétail. Le bétail. Ouais. Elles arrivent alors, elles font comment ? C'est un peu inquiétant, ça, non ? Elles arrivent, elles font des incisions, c'est ça ? Eh bien oui, elles vont... ces chauves-souris-là qu'on trouve en Amérique centrale et Amérique du Sud, il y en a pas beaucoup, il doit y avoir, je crois que c'est 4 espèces. Donc ils sont hématophages, elles mangent du sang, et elles vont... on les trouve surtout dans des régions où il y a de l'élevage, dans ces coins-là. Donc j'ai un exemple, j'avais vu un reportage sur le Pérou, et donc il y avait une population de chauves-souris vampires, parce qu'il faut bien les appeler comme ça, qui venaient se poser soit sur le dos, souvent c'est sur les pattes, parce qu'elles connaissent les points où le sang va être le plus facile à prélever. Et donc, soit elles se posent sur le dos et elles descendent, soit elles se posent sur le sol et elles arrivent à marcher. Alors c'est assez étonnant parce qu'elles peuvent même courir, ces espèces-là, sur leurs bras. C'est assez spécial. Et elles vont aller jusqu'au sabot, elles montent au-dessus du sabot ou de la patte et elles croquent. Et dans leur salive, il y a un anticoagulant. Elles vont lécher le sang, se nourrir comme ça. Et l'exemple que j'utilisais sur l'humain, c'est qu'il y a un village qui avait été dans ce reportage pris en exemple, où la population s'était passée du bétail, avait modifié sa manière d'utiliser le sol et avait quitté l'élevage, sauf que la population de chauves-souris était assez conséquente et toujours présente. Et eux, ils se sont séparés du bétail d'un coup, pratiquement. Et il y a eu quelques cas de morsures sur l'humain. Et voilà, c'est juste pour faire peur un petit peu. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un micro-trottoir, juste pour voir si
les habitants de Crépy et aux alentours connaissent bien ces chauves-souris. Bonjour, d'abord, est-ce que vous aimez les chauves-souris? Bah, les chauves-souris, oui, je suis pas opposé aux chauves-souris, oui. Oui. Bah oui, elles font de mal à personne. Oui, tout à fait. J'aime bien, voilà, c'est un bel animal. Sur le principe, elles me font pas peur, donc oui, enfin, j'ai rien contre elles, on va dire, voilà. c'est un petit animal qui est mignon. Pour le coup, j'ai une anecdote avec une chauve-souris parce que quand j'habitais encore chez mes parents quand j'étais jeune, il y en avait qui tournaient à l'extérieur l'été, et il y en a une qui est rentrée dans ma chambre un jour. Et quand je suis descendue voir mes parents en disant il y a une chauve-souris dans ma chambre, ma mère m'a dit c'est pas possible, qu'est-ce que tu racontes quoi. Et le réflexe qu'elle a eu en montant, c'était d'allumer la lumière. Donc forcément, ça l'a un peu fait paniquer. Mais c'était effectivement, elle était toute petite, toute mignonne, vraiment inoffensive, quoi. Pour le coup, c'est vrai que c'est pas un monstre. C'est pas. Après, je sais qu'ici, elle se cache un petit peu dans les carrières de pierre, notamment les grottes, les petites choses comme ça. Et c'est un petit animal tout mignon. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien les chauves-souris parce que moi, je trouve ça mignon et que les gens trouvent ça agressif parce que elles sont plutôt, quand tu les regardes, elles sont pas très esthétiques, mais quand tu les regardes de plus près, elles vont pas venir t'agresser, elles ont plus peur de nous. Et Elles attaquent pas tes cheveux, elles foncent pas sur toi. Voilà, ces chauves-souris, elles ont leur vie, et elles n'attaquent pas l'homme directement. ça dépend des chauves-souris. Il y a certaines chauves-souris que quand elles se sentent agressées, vont venir t'attaquer. Et certaines chauves-souris peuvent venir s'accrocher dans tes cheveux. Et là, c'est assez difficile pour l'enlever. Est-ce que tu as des expériences personnelles ou est-ce que tu en as entendu parler de personnes qui avaient des chauves-souris qui s'étaient accrochées dans leurs cheveux? Oui, quelqu'un de ma famille s'était fait attaquer par une chauve-souris et il y a eu quelques séquelles. Oui, les griffures notamment. Oui. Les questions des auditeurs à notre expert. Enfin, combien de choses elles mangent par jour? Je sais pas. Ça dort beaucoup une chauve-souris? C'était le micro-trottoir. Alors, tu étais un petit peu choqué par rapport à les chauves-souris dans les cheveux notamment. Ouais, c'est une légende. Je veux bien rencontrer la personne qui a une chauve-souris dans ses cheveux. Je pense vraiment que c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est quelque chose qu'on entend un peu partout. Alors, je l'ai même entendu, c'est une légende, hein, vraiment, qu'on entend un peu partout en Europe. Donc déjà partout en France, mais partout en Europe, et si ça se trouve même ailleurs. Là, on voit bien que les gens ont quand même une petite crainte pour cet animal. On a entendu qu'elle n'était pas... Esthétiquement, c'était pas... Il y a certaines espèces qui n'étaient pas jolies. Alors, c'est On ressent, malgré toutes ces années, on ressent toujours une peur, une crainte de la chauve-souris. On a peur des choses qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que j'ai toujours eu envie de parler des chauves-souris, pour les faire connaître. Et quand on connaît bien les choses, on en a moins peur. Ça marche pour plein de choses. Donc on a peur du noir, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On a peur des chauves-souris, parce qu'elles vivent dans le noir. Il y en a qui sont esthétiques, qui sont très belles. On dirait des petits chiens. C'est mignon, elles ont des beaux petits museaux. Et alors, pour répondre à la question, même aux deux questions de l'auditeur, combien de temps elles dorment? Et puis aussi, il me semble qu'il a posé la question par rapport à la nourriture. Combien de fois ça mange par jour et qu'est-ce que ça mange? Est-ce qu'elles mangent beaucoup? Elles mangent en proportion de leur poids. C'est assez conséquent. Je suis désolé, j'ai pas les chiffres en tête, mais elles vont manger l'équivalent d'un pourcentage de leur poids assez important. Elles vont pouvoir capturer par nuit plusieurs centaines d'insectes. Ah ouais. Donc ce qui veut dire aussi qu'il y a une grande énergie qui est utilisée pour pouvoir chasser. Il y a d'autres questions. Combien de temps elles dorment? Alors elles hibernent beaucoup, mais après ça c'est différent de... Ouais, sur l'année, donc il y a un cycle un peu particulier où elles vont avoir toute une période qui peut aller jusqu'à 6 mois pour certaines espèces, où elles vont être en hibernation. Alors elles peuvent se réveiller au cours de l'hibernation pour leurs besoins naturels, parce qu'elles ont des phases comme ça où elles vont avoir besoin de se réveiller. Mais au-delà de ça,
au cours de leur période de l'année où elles sont actives, elles vont avoir la capacité de rentrer en léthargie très rapidement. Donc elles vont dormir pendant la journée, et le soir elles sortent, elles peuvent faire un retour au gîte, et elles peuvent ressortir en fin de nuit pour rentrer quand le jour se lève. Mais elles peuvent rentrer très rapidement en léthargie. D'ailleurs, la léthargie, c'est ce qui permet de... Elles vont réduire toutes leurs fonctions naturelles, donc les battements du cœur, battements de respiration, et ça, elles le font au maximum pour l'hibernation. Et le reste du temps, elles vont se reposer comme ça en dormant. C'est ce qui explique que les chauves-souris vivent très longtemps. C'est qu'elles vont pouvoir baisser leur métabolisme plusieurs fois dans l'année et une grande fois en période d'hibernation. Et elles vivent combien de temps maximum à peu près? L'espèce, le maximum qui est connu, c'est 17 ans. Et pour un grand murin, je crois que c'est un grand murin. Alors pour le savoir, il y a eu des programmes, il y a encore, c'est des exceptions, des programmes de bagage. Il y a n'importe quoi qui a été fait au début des années 1900, avec, pour les attraper l'hiver en hibernation. C'est catastrophique, hein. Une espèce qui se réveille, ça consomme de l'énergie, de se réveiller, il faut se réendormir, et entre les deux, faut essayer de retrouver de la nourriture pour pouvoir vivre tout le reste de l'hibernation. Donc, Tu parlais de leur rythme cardiaque qui s'effondre. Moi, alors, j'ai des chiffres, tu me dis si c'est correct. Il est habituellement entre 250 à 450 battements du cœur par minute pour un animal au repos. Et en léthargie, il tomberait entre 18 à 80 battements par minute. Je pensais que c'était moins. C'est moins? Mais ouais, non, trentaine, peut-être. Non, mais après... Entre 10, en fonction des espèces... Pour toi, tu donnes quoi? 10 10 battements? Non, tu t'es renseigné, Daniel, moi je crois ce que tu dis. Alors de 250 à 18, c'est vraiment énorme, quoi. C'est ce qui leur permet de passer l'hiver, oui. Et tu as animé sur Crépy quand je travaillais à l'environnement. Une fois, tu me disais, en animation du côté du quartier Saint-Laurent, ce soir, on ne les verra pas, puisque elles sortent, en dessous de 10 degrés, elles ne sortent pas, pour la pipistrelle commune. Et pour beaucoup d'espèces. En dessous de 10 degrés, on a très peu d'insectes qui vont voler. Et du coup, comme il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de raison d'aller perdre son énergie. Donc les chauves-souris ne volent plus en dessous de 10 degrés, ne volent plus quand il pleut. Voilà. Voilà, on a pas mal dit sur ces chauves-souris et dans cette émission, on en reparlera dans une autre, bien évidemment. Merci à vous deux, merci Daniel, merci Eric Morel pour nous avoir parlé davantage sur ces petits animaux, ces petits mammifères. Merci Eric, à bientôt. À bientôt. Un regard sur la nature.